This one. Okay, you heard me. Yes, I'm talking. You have a very good translation service. Then I'm going to speak French. And my French is a bit better than my English. Then if everybody is ready, I can start. Donc, je vais vous présenter l'expérience du budget participatif à Paris et dans le 2e arrondissement de Paris. Tout d'abord, un petit focus sur le 2e arrondissement. Le 2e arrondissement, c'est un petit arrondissement situé au cœur de la capitale, qui compte environ 24 000 habitants. Je rappelle que Paris, c'est 2 200 000 habitants. C'est un arrondissement dont je suis élu depuis 2001. Et dès 2001, nous avons créé des conseils de quartier, 3 conseils de quartier qui divisent l'arrondissement en 3 parties. 3 parties à peu près égales, comptant environ 8 000 habitants chacune. Et nous avons inspiré le législateur puisque nous avons créé ces conseils de quartier avant même que la loi qui était en préparation ne les y autorise formellement et les rende obligatoires sous diverses formes en France pour toutes les villes de plus de 50 000 habitants. Je disais sous diverses formes parce qu'il n'y a pas de règles précises en ce qui concerne leur fonctionnement et notamment sur le fait que les conseils de quartier soient présidés par des habitants ou des élus. Nous avons fait le choix que ces conseils de quartier soient présidés par des habitants uniquement. Chaque conseil de quartier se réunit à sa convenance, mais au minimum une fois par trimestre. Les 21 conseillers de quartier qui y siègent sont des conseillers de quartier pour la grande majorité habitants, pour 18 d'entre eux, puis le reste étant constitué de personnalités qualifiées ou de responsables associatifs nommés par le maire, moi-même, après consultation du conseil d'arrondissement. Mais il est important que les conseils de quartier soient présidés par des habitants dans lesquels les habitants sont majoritaires et qui soient également paritaires femmes-hommes. Sur les 21 conseillers de quartier qui siègent, il y a soit, puisque nous sommes sur un nombre impair, une femme de plus ou un homme de plus, mais c'est le maximum. Les conseils de quartier ont plusieurs rôles. Ils saisissent la municipalité, ils s'autosaisissent de tous les problèmes de leur choix, ils sont maîtres de leur ordre du jour et ils peuvent interpeller les élus du conseil d'arrondissement en formulant des vœux, ce qu'on appelle un vœu, c'est-à-dire que les conseillers de quartier délibèrent. J'ai oublié de préciser qu'ils délibéraient publiquement et ils peuvent voter un vœu qui est automatiquement inscrit à l'ordre du jour du conseil d'arrondissement qui suit et dont les élus du conseil d'arrondissement débattent et votent sur le vœu en l'acceptant ou en le rejetant. Mais ils justifient toujours leur position. C'est aussi une instance qui est consultée par les élus que nous sommes lorsque nous avons des projets de voirie importants qui modifient une rue ou un espace public. Nous mettons en débat le projet que nous avons à proposer aux habitants. Les faiblesses de ce premier principe des conseils de quartier, donc, qui a été mis en place durant la première mandature, 2001-2008, c'est pas 2009, il y a une petite erreur, mais c'est pas grave.
les principales faiblesses, pardon, il faut que je revienne un peu en arrière, c'était qu'au fil du temps, la participation s'étiolait un peu, que la sociologie des présents dans les conseils de quartier n'était pas conforme à la sociologie de l'arrondissement. C'était surtout des CSP supérieurs, peu de parents avec enfants, évidemment, puisque les réunions ont lieu le soir, et une difficulté pour investir le budget d'investissement dont chaque quartier est doté, puisque chaque conseil de quartier est doté d'un budget de fonctionnement annuel de 3 000 €, budget de fonctionnement qui leur sert essentiellement à communiquer sur leurs réunions et à pouvoir avoir des moyens pour travailler, même s'ils sont accueillis gratuitement, cela va sans dire, dans les salles municipales pour se réunir. Ils sont dotés d'un budget d'investissement de 8 000 € par an, chaque quartier, pour participer à des investissements mis en œuvre par l'arrondissement ou investir eux-mêmes dans un projet de leur choix. Sachant que 8 000 € par an, ce n'est pas énorme, quand on sait que l'installation d'un banc public sur l'espace public, ça coûte à peu près 10 000 €, quand on a tout payé, le personnel, les trous dans le sol, le banc lui-même. Et donc que les budgets sont cumulatifs sur l'ensemble de la mandature qui dure 6 ans. Mais nous voulions, dans la mandature suivante, aller plus loin. Alors attendez, où je suis revenu là. Voilà, alors c'est quelques exemples. Non, pardon, j'étais trop loin. Nous avons donc voulu booster, rendre plus attractive la participation au conseil de quartier pour les habitants. Et on s'est dit qu'en leur donnant la possibilité d'agir sur le budget municipal de l'arrondissement, cela permettrait de mieux concrétiser leurs actions et leur donner la possibilité d'avoir plus d'actions concrètes sur le territoire. Donc l'arrondissement est doté d'un budget d'investissement local géré par les élus de 750 000 € pour l'entretien de la voirie et l'espace public et d'une enveloppe de 400 000 € pour l'entretien des équipements publics dont nous avons la charge, c'est-à-dire les bibliothèques, les crèches, les écoles, le gymnase, etc. Il faut savoir que donc c'est l'ensemble de ces deux enveloppes qui a été soumise à la sagacité des conseillers de quartier pour leur demander quels sont sur ces deux enveloppes, l'espace public et la voirie d'une part, les équipements municipaux de l'autre, ce qu'ils souhaitaient comme investissement prioritaire. Sachant que environ 70% des investissements à faire dans ces deux domaines sont des investissements contraints, c'est-à-dire que nous sommes contraints de ravaler les écoles, de les mettre aux normes électricité, de changer un escalier qui n'est plus aux normes ou qui devient dangereux. Et ce sont les services de la ville de Paris, via l'adjoint sectoriel, qui vient tous les ans nous dire les travaux qu'on doit faire dans les écoles ou les travaux que l'on doit réaliser sur l'espace public, notamment parce que l'asphalte est devenu dangereux parce que plein d'ornières, de trous, et que ça consomme à peu près, je le disais, 70% de l'enveloppe. Sur les 30% restants, c'est à la créativité des élus d'arrondissement, ce qui nous permet d'élargir des trottoirs, de planter des arbres,
de réaliser des espaces piétons, de créer des espaces verts, d'implanter des murs végétalisés, que sais-je encore. Et c'est cela que nous avons voulu mettre en débat, en discussion avec les conseillers de quartier, et notamment leur dire « faites-nous part de vos idées, ce n'est pas parce que nous sommes, nous, élus, que nous avons une meilleure idée que vous, ou que nous avons la science infuse, c'est aussi dans l'échange entre vous-même, conseillers de quartier, mais entre les conseils de quartier et les élus, que peuvent émaner les idées les plus pertinentes pour l'ensemble des habitants du quartier. » Donc on a fonctionné comme ça, et ça consistait en fait, finalement, comme les besoins sont toujours supérieurs aux 2 enveloppes qui nous sont allouées, puisque quand on veut, on est limité par les enveloppes de 700 000 € sur l'espace public et 400 000 € sur les équipements publics, eh bien, le débat consistait principalement à hiérarchiser les priorités. C'est-à-dire qu'on disait, qu'est-ce qu'on va faire cette année, qu'est-ce qui vous paraît plus important à réaliser, et donc le débat portait essentiellement sur ces questions. Nous avons, dans la période qui a suivi, été encore un petit peu plus loin, puisque durant la campagne électorale de 2014, alors je ne sais plus où j'en suis dans mes slides, malheureusement. Ça, c'est le calendrier budgétaire qui s'affiche. Je vais vous le laisser parce que vous verrez qu'il est assez normé. Dans la campagne municipale qui s'est ouverte en 2014, nous avons, avec Anne Hidalgo, négocié, la maire de Paris, des listes communes au 2e tour, écologistes, socialistes. Dans l'accord de mandature, nous souhaitions que l'expérience de l'ordre de celle qui était menée dans le 2e arrondissement soit menée sur l'ensemble de Paris, pour associer l'ensemble des Parisiens aux décisions qui les concernent, et notamment les décisions budgétaires. Cela a été acté et cela a été mis en œuvre. Désormais, les conseils de quartier sont dépassés, ce sont tous les habitants, même ceux qui ne sont pas membres des conseils de quartier, qui participent aux décisions budgétaires. Sur Paris, c'est 5% du budget d'investissement de la ville. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Là, c'est des exemples de ce qu'ont investi les conseils de quartier sur leur propre budget d'investissement. Alors, ça va de la rénovation d'une fontaine classée à la création d'un skatepark pour les adolescents dans une rue fermée à la circulation, à la création d'une œuvre d'art urbaine, ou la participation à la mise en place d'une crèche écolo, c'est-à-dire une crèche où les parents ont la chance d'avoir des couches lavables pour leurs enfants, où les enfants mangent bio et où tous les produits utilisés sont sans éther de glycol et sans produits polluants pour l'entretien. Donc j'ai rattrapé le temps perdu, nous sommes en 2014-2020, voilà, avec la nouvelle municipalité. I'm a little long. No, if you could conclude, you have 14 minutes. Ok. Donc, en 2014, le budget participatif a été étendu sur l'ensemble de la capitale, tout en conservant un budget participatif au niveau de l'arrondissement. La règle du jeu donnée aux arrondissements est la suivante. Nous pouvons abandonner jusqu'à 30% de nos enveloppes budgétaires mises à la discussion de l'ensemble des habitants. Et les habitants inventent des projets sur ces 30% restants. L'avantage, c'est que pour chaque euro
mis en débat avec les habitants, la ville rajoute 1 euro, ce qui fait que ça nous permet d'augmenter considérablement notre budget d'investissement localisé. Il faut savoir que certains arrondissements n'ont pas choisi, puisque c'est facultatif, cette option locale, n'ont pas choisi de mettre leur budget en discussion. Certains ont choisi d'en mettre 5%, 10%, on pouvait aller jusqu'à 30%. L'intérêt de mettre 30%, c'est qu'on a 30% de plus, puisque pour 1 euro mis en débat, la ville de Paris rajoute 1 euro. Mais c'est vécu par certains collègues maires d'arrondissement comme une espèce d'abandon de pouvoir, sans quoi ils ont parfaitement tort. C'est un autre débat, je ne m'étends pas dessus. Sur la ville de Paris, donc on a eu une première année de discussion, et ce qui est ressorti, ce que veulent les habitants sur le budget qui leur a été proposé, c'est surtout ce qu'on a des jardins sur les murs, c'est-à-dire en fait c'est végétaliser des murs, les murs pignons d'immeubles, cultiver dans les écoles, c'est-à-dire créer des jardins pour des jardins pédagogiques dans les écoles, mieux trier ses déchets et reconquérir l'espace urbain au profit des piétons. Et vous pouvez observer que ce sont des projets très green, alors que c'est l'ensemble des Parisiens qui sont concertés. Je m'oriente vers ma conclusion. Alors, voilà, je vous laisse prendre connaissance de ce que je vous ai dit, et pardon d'être un peu en décalage avec les slides qui s'affichent devant vous, mais je pense que cela vous permet néanmoins de comprendre mon propos. Donc, je le disais, sur l'ensemble de Paris, ce sera en tout 500 millions d'euros qui vont être investis durant la mandature, c'est-à-dire c'est quand même une somme assez énorme qui représente, je le disais, 5% du budget d'investissement de la ville, avec des idées qui sont désormais entièrement proposées par les habitants via une plateforme Internet dédiée. Les habitants sont invités à se regrouper pour proposer des projets, c'est-à-dire que quand des projets sont similaires, on les met en relation. Les conseils de quartier sont bien évidemment des acteurs essentiels à la constitution des idées. Ensuite, les projets proposés sont analysés par la ville de Paris qui regarde sa faisabilité au regard de la législation, la faisabilité technique, évidemment la faisabilité financière. Puis ensuite, dans chaque arrondissement, on organise ce qu'on appelle une agora citoyenne, on fait une grande messe où on réunit tous les habitants, tous ceux qui veulent participer, à débattre pour proposer les projets qui ont été retenus par les services techniques lors de la phase de projet. Et puis ensuite, dans un quatrième temps, les Parisiens votent sur les projets retenus, sachant que, par exemple, sur l'ensemble de la ville de Paris, 77 projets ont été retenus et les habitants sont amenés à en choisir 10 pour que 10 des 77 projets soient mis en œuvre dans l'année N+1. Sur le deuxième arrondissement, nous avons retenu 13 projets qui sont dans l'épure de nos enveloppes budgétaires, et les habitants ont été aussi sollicités par vote, à la fois un vote électronique via Internet et un vote papier via des urnes déposées dans les endroits stratégiques de l'arrondissement pour choisir également 10 projets sur les 13. Le vote se termine samedi prochain, et donc je vous en donnerai peut-être les résultats, en tout cas vous regarderez sur Internet. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
Okay, extremely interesting. Donc, même formule. Maria, do you want to raise a question for our friend? Absolutely. You took my words. Extremely interesting. I actually first have this question, but you answered it. If it's only green issues that comes up when the neighborhood council is working, and obviously at your list it's very green projects. But what is actually, how do you? Then I thought about another question. Now we will have the COP21 meeting in Paris. Does that affect the inhabitants and the citizens in Paris a lot? Are going to have more ideas on climate projects in future? Do you think? Brièvement, Jacques. Oui, c'est vrai que nous avons nous-mêmes été surpris par l'appétence de l'ensemble des Parisiens pour les projets verts. Il y avait cependant aussi des projets qui ne sont pas à proprement parler écologistes, mais qui s'inscrivent dans une politique écologiste, comme par exemple des lieux pour faire du sport, des lieux pour mettre des lieux pour le coworking entre étudiants, etc. Donc c'est vrai que la plupart des projets étaient verts, mais tous ne l'étaient pas spécifiquement. Cela sans doute parce qu'il y a un vrai besoin d'écologie dans cette ville, parce que Paris est une ville très très dense, avec très peu d'espaces verts, avec encore beaucoup de pollution automobile. Et il est paradoxal de souligner que même si culturellement Paris est très sensible aux questions écologistes, cela ne se traduit pas encore par un vote majoritaire écologiste. On progresse, mais je crois que quand nous aurons conquis la majorité culturelle, il suffira de pas grand-chose pour qu'on puisse basculer sur plus d'élus verts au Conseil de Paris et donc une ville verte. Mais vous savez, on a des partenaires adversaires qui sont assez habiles sur Paris. Anne Hidalgo est aussi très habile et elle a bien compris que plus elle-même elle met en œuvre des politiques vertes, plus on progresse, mais cela ne nous permet pas de gagner d'électeurs. Elle est d'ailleurs très investie dans la COP21 que vous évoquez. Paris se prépare à accueillir du 30 novembre au 6 décembre, je crois, cette grande manifestation internationale avec toute une série d'événements qui vont avoir lieu en marge de la COP21 elle-même, dont les sessions plénières se tiendront au Bourget, à proximité de Paris, et où toutes les sessions en off organisées par les ONG ou les élus locaux que nous sommes à Paris se tiendront dans la capitale, place de la République notamment, ou ailleurs. Nous-mêmes, par exemple, dans le 2e arrondissement, on a mis à disposition les salles municipales pour accueillir toute une série de débats, conférences, colloques, films sur les enjeux du dérèglement climatique. Et donc Paris, c'est une ville à visiter au cours de cette période. Ok, merci. Ricard? Yeah. Yeah, thanks very much, Jacques, for your extremely interesting presentation. In fact, appear from your presentation that Paris is a city with a high complex multi-level system of governance and participation, neighborhood, district, city level. It seems that maybe decision-making powers and the processes of participation do not develop all the time at the same level. There is a concentration of powers maybe at the city level, but participation is more intense at the neighborhood level. So is there any perspective to increase even the decision-making powers of neighborhood
in order to make citizen involvement more and more relevant in key policy areas of the city? Okay, thank you. Jacques? Oui, la difficulté de Paris, qui est aussi l'un de ses avantages, c'est que Paris est divisé en 20 arrondissements, dont aujourd'hui 8 sont détenus par la droite, notamment les élus du parti Les Républicains, 10 par des élus socialistes et 1 par un élu vert. Le 2e arrondissement, vous l'avez compris. Qui est là. Voilà. Et qu'il y a une certaine autonomie des arrondissements, elle n'est pas énorme, mais il est difficile de contraindre un maire d'arrondissement qui ne veut pas associer réellement les habitants aux décisions qui les concernent à le faire. Par exemple, dans certains arrondissements comme le 15e au hasard, qui est un gros arrondissement parisien, qui est détenu par un maire de droite, les conseils de quartier sont présidés par des élus de la majorité, se réunissent dans des salles closes et sont composés d'habitants triés sur le volet. Mais ils sont conformes au cadre de la loi qui est très très large. Donc nous avons une disparité très grande en fonction de la volonté, de l'appétence du maire d'arrondissement pour la démocratie participative. Et sur les arrondissements de l'Est parisien, qui sont les arrondissements de gauche et du centre, il y a effectivement beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'association des habitants au budget participatif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est important aussi qu'il y ait un budget participatif de la ville dans les arrondissements où, puisqu'il y a 2 niveaux, comme vous l'avez vu, il y a le niveau des investissements de l'ensemble de la ville de Paris qui sont localisés dans certains arrondissements, y compris des arrondissements de droite, donc là qui s'imposent au maire d'arrondissement. Puis il y a l'enveloppe que possède le maire d'arrondissement pour investir sur son territoire, où là, force est de constater que, effectivement, et j'ai pas de solution, il n'y en a pas d'ailleurs, sauf à enlever des pouvoirs au maire d'arrondissement, eh bien, les arrondissements de droite jouent pas le jeu et associent très peu les habitants au budget participatif. D'ailleurs, vous pouvez voir que les arrondissements de droite sont, je crois, je vois mon voisin, le 1er arrondissement est un arrondissement de droite, c'est 5% du budget d'arrondissement qui est mis en discussion auprès des habitants, là où nous on fait 30%. Ok, parfait. Merci. On aura de toute façon l'occasion d'ouvrir le tour de parole pour la plénière. Maintenant, on se dirige vers le sud de l'Europe. Merci beaucoup, Jacques, c'était tout à fait intéressant. Merci. Et Ricard, Barcelone. I suggest you go. The glass. Yeah, you want to.